Et c'est comme le narratif est juste autour des choses qu'on va devoir enlever de nos vies. Puis on parle jamais des choses qu'on va gagner, qu'on va reprendre, ce dont quoi on va reprendre le contrôle, ce qu'on va avoir de plus. Pour moi, l'abondance, c'est la connexion, la relation avec la source. Quand on est en relation avec la source de la vie, on est en abondance. Le plaisir de se lever le matin en se demandant pas ce qu'on va faire, mais en se demandant qu'est-ce qu'on a envie de faire. Changer la question, changer comment on se parle à nous-mêmes, comment on aborde cette ouverture. Puis je pense que c'est le temps de parler de l'abondance comme on l'entend. L'abondance existe si j'ai de la gratitude. Si je suis capable de dire « j'ai » plutôt que « je veux », elle a l'abondance. Épisode 167. Bienvenue à la première table ronde du balado conscient, qui a eu lieu le 13 avril 2025, avec mes invités Monique Savoie, Jimmy Hong, Rasha Masalki, Antonia Lenné Granger, Alexis Curdo-Coder, Louise Poulain et moi-même. Notre conversation a eu lieu à Kokadje, sur le territoire autochtone non cédé, ancestralement habité et gardé par la nation Kanien'kehá:ka, Mohawk. Un espace aussi connu sous le nom de Montréal. Alors, les tables rondes du balado conscient sont des discussions informelles, de longue durée, avec des amis et des collègues, sur leurs passions, leurs craintes et leurs rêves. Pour en savoir plus, voir mon Substack Table ronde du balado conscient. Et avant de commencer, vous allez entendre que durant l'enregistrement, je mentionne le site web createcanada.ca. C'est un espace pour générer des idées audacieuses et réalisables qui exploitent le pouvoir de la culture pour dynamiser le Canada dans un monde qui évolue rapidement. Ça se passe en anglais. It's an English language website. Et je crois que ça en vaut la peine. Alors, bonne écoute, bonne table ronde et un grand merci aux participants et participantes pour leur générosité. Abondance. Voilà, c'est commencé. Ouais. Alors, bienvenue à la table ronde du balado conscient. La première en français. C'est toujours moi qui parle, là, Claude Schreier. Je suis avec un groupe de personnes qui vont se présenter, mais c'est pas besoin d'avoir une présentation formelle. Là. Je vais mettre des bios dans les notes d'épisode. Pour ceux qui écoutent, c'est la première fois en français, donc je vais expliquer que c'est une table ronde sans thématique. C'est simplement, je demande aux gens de tenir le microphone à peu près comme ça d'ailleurs, et de parler de leur passion, de leurs rêves et aussi de leurs craintes, et d'écouter les autres, puis d'avoir un dialogue. Donc, on peut s'interrompre si on veut, mais aussi on peut parler longtemps si c'est nécessaire ou si ça semble être la bonne chose. Sinon, je commence toujours avec une reconnaissance du territoire autochtone avec une minute de silence. Donc ça, chacun le fait à sa façon, qui écoute ici. Je crois qu'on est sur le territoire traditionnel du peuple Kanien'kehá:ka, qui sont les Mohawks, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un territoire autochtone non cédé, ancestralement habité et gardienne par la nation Kanien'kehá:ka, qui est la nation Mohawk. Montréal est aussi le lieu de rassemblement et de vie pour plusieurs nations autochtones, dont les Kanien'kehá:ka, que je viens de nommer, les Wendat, les Abenaki et les Anishinabeg. Donc, on va faire une minute de silence, puis après ça, on va commencer.
Merci. C'est bon de commencer avec un moment de réflexion et de méditation. On est chez Monique Savoie. Veux-tu commencer, Monique? Tu disais que tu as vu des drapeaux. Alors, une petite pensée pour le week-end dernier. Alors, il y avait une manifestation sur le Mont-Royal organisée notamment par Alain Saunier, qui est le voisin au-dessus ici. Et quand je suis arrivée, j'ai vu le drapeau du Québec et le drapeau du Canada ensemble. Et ce que je dis, c'est que ça fait presque 50 ans que je n'avais pas vu ça. Donc, écoute, on voit bien qu'il y a peut-être des problèmes qui nous rassemblent aujourd'hui. Donc, ça faisait plutôt plaisir de voir qu'en fait, on avait peut-être quelque chose à construire ensemble. C'est ce que je retiens de ce qui se passe actuellement, oui. Moi, j'ai pas vu de drapeau dans les derniers jours. Ce que je comprends bien, c'est un tour de présentation de... Tu peux te présenter ou non? C'est vrai que je sais pas quoi dire, vraiment. Mais je pense qu'on va se présenter au fil de ce tournoiement du micro. Ça va être intéressant de voir, je pense, de découvrir des petits morceaux sans tout se faire donner tout cru dans la bouche. Ouais. Ben, tu peux te présenter si tu veux, c'est pas une mauvaise chose. Ou dire qu'est-ce qui te passionne aussi. Ouais, mais ça, c'est une grosse aventure. Ok, je vais y aller, là, on va... J'ai arrêté de tourner autour du pot, là. En 2 mots. Qu'est-ce que je fais? Ben, ouais, j'aime toujours raconter la petite histoire pour comme contextualiser ce que je fais maintenant. Tu sais, j'ai d'abord étudié en arts visuels, ensuite en philosophie, puis en sciences de l'environnement. Puis à travers tout ça, il y avait toujours un peu comme une curiosité pour la nature, pour essayer de comprendre les choses, mais aussi créer à partir de ce que ça évoque, de le traduire. Fait que c'est comme un travail de quête et de création, puis qui a traversé tout ça, donc la philosophie, les arts visuels, puis les sciences de l'environnement. Puis là, aujourd'hui, j'œuvre un peu comme je dirais, à cheval entre les sciences de l'environnement. Je travaille pour Solon Collectif pour l'instant, jusque dans un mois. Je travaille pour Solon Collectif, mais je me suis aussi impliqué auprès de Transition en commun, qui est une alliance pour la transition socio-écologique. Puis je suis sur le conseil d'administration d'Éclore, qui est une toute jeune OBNL, qui a été fondée par une dramaturge et 2 personnes du milieu de l'environnement qui avaient envie de mettre en commun leur réseau pour aller au-delà de cet épuisement peut-être, de ce pessimisme, et qui à beaucoup d'égards vient du fait qu'on a tous un sentiment de solitude, chacun de notre bord, dans nos réseaux, dans nos silos comme on dit. Puis l'idée d'Éclore, c'est un peu de briser la frontière entre ces silos-là, de celui de l'art et celui de l'environnement, de la mobilisation citoyenne. Puis de mettre en commun ces gens-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il y a une avidité, en fait, du côté des artistes, des créateurs, du milieu culturel, de rencontrer le milieu environnemental, le milieu de la recherche, et vice-versa. Fait que c'est un peu ça l'idée. Puis là, on expérimente autour de ça. Puis là, je suis ici. OK. Je m'appelle Antonia, pour le rappeler aux gens que je viens de rencontrer il y a 1 minute. Moi, je suis arrivée... j'ai toujours eu un intérêt, un attachement pour la nature, pour les questions environnementales, mais je dirais que jusqu'à 2020, là, jusqu'à la pause forcée par la pandémie, ça se manifestait pas nécessairement dans mon travail. Puis c'est à l'occasion de cette pause-là que j'ai comme senti un peu la séparation ou un peu la divergence entre les valeurs que je pratiquais à la maison puis que j'avais envie de mettre de l'avant, puis la nature de mon travail artistique ou le contenu de mon travail artistique qui reflétait pas nécessairement tout le temps
ou le rythme de travail, le rythme de production qui est des fois qui semble imposé comme artiste, très rapide, très intense, de toujours faire plus, de toujours croître, puis que c'était comme en grosse tension finalement avec comment j'essayais d'imaginer ma vie personnelle puis notre futur collectif. Fait que depuis ce temps-là, je réfléchis beaucoup à la compagnie de théâtre que j'ai fondée il y a 10 ans, qui s'appelle le Théâtre du Renard, donc qui vise à transmettre des grandes idées, des idées complexes à un grand public, notamment à travers des idées scientifiques, donc des choses que d'habituellement les gens qui s'intéressent à la culture, aux arts, parfois ont peur ou ont un peu un manque de confiance des fois, les profils artistiques avec ces idées-là complexes, scientifiques, en se disant ben moi je vais pas comprendre ou j'ai pas aimé ça les maths au secondaire donc c'est pas pour moi, donc essayer un peu de rapprocher aussi des milieux qui se parlent moins là, un peu comme ce qu'Alexis disait, mais à travers des spectacles ou des œuvres artistiques, des balados, tout ça. Puis c'est ça, fait que j'ai eu envie que la compagnie se mobilise plus au niveau des questions écologiques, de nature, de biodiversité, alors que moi aussi, personnellement, j'apprenais à identifier les oiseaux par leur chant, à suivre des traces d'animaux, à manger de plus en plus de plantes dans ma cour comestibles et tout ça. Donc, c'était un peu de relier un peu cette pratique-là personnelle avec mes projets artistique pour toucher plus de monde, puis sortir un peu de cette solitude-là qu'on peut ressentir, de sentir que ça nous paralyse dans l'éco-anxiété, le fait de sentir qu'on n'a pas de prise sur le monde, mais comment on peut, avec des gestes simples, mais aussi faits en communauté, dans le collectif, sentir qu'on retrouve cette prise-là sur le monde. Fait que c'est ça, depuis ce temps-là, il y a eu un balado, il y aura peut-être éventuellement un spectacle autour de l'histoire du vivant sur Terre à suivre, mais puis il y a eu des projets de médiation culturelle, donc de travailler avec des gens dans leur milieu, puis comment on peut, à travers l'art, mais aussi la découverte de la nature, conjuguer ces deux-là, donc d'utiliser l'art comme une porte d'entrée vers la nature, mais d'utiliser aussi la nature comme inspiration pour des nouveaux récits, puis comment on peut, après ça, le faire collectivement, puis amener ces récits-là dans la communauté des gens qui participent aux ateliers. En tout cas, c'est en développement. Ça, c'est comme, mettons, la vision de rêve, mais on a fait une première tentative super intéressante, puis il y en aura une autre l'an prochain. Donc, c'est ça. C'est dans ce genre de projet-là que je navigue, puis en même temps, d'essayer de vivre en tant qu'artiste, travailleur autonome, gestionnaire d'une compagnie sans tomber dans l'obligation de la croissance, mais en même temps survivre financièrement et tout ça. Je dirais que c'est ça qui m'habite de l'autre côté, c'est aussi de faire attention à l'épuisement qu'on voit beaucoup autour de nous dans le secteur culturel, dans le secteur environnemental, les deux c'est vrai, là, mais on voit quand même beaucoup cet épuisement-là parce qu'on manque de ressources financières et en même temps on a toujours besoin de faire plus pour prouver qu'on a la place d'exister puis de recevoir de l'argent et tout ça. Donc, bref, c'est un peu pour moi, c'est ces questions-là qui m'habitent, là, comment faire moins, faire mieux, mais en même temps trouver quelque chose qui est durable aussi dans la manière de créer. Moi, c'est Jimmy, ceci est ma voix. Et puis, moi, je vais y aller avec peut-être ce qui me passionne ces jours-ci, puis ce qui me traverse, disons, ces jours-ci. Louise, tantôt, a mentionné le Cambodge, et puis c'est quelque chose qui me traverse beaucoup parce que moi, j'ai eu la chance d'être né à Montréal, mais mes parents sont venus en tant que réfugiés du Cambodge. Et justement, demain, c'est le nouvel an cambodgien et laotien. Moment de célébration. Oui. Et en contraste et en juxtaposition avec ça, je pourrais aussi dire que dans 5 jours, ça va faire 50 ans que la capitale de Phnom Penh a chuté, a été pris par les communistes de l'époque. Et c'est à ce moment-là, en fait, il y a exactement presque 50 ans, dans 5 jours, que ma famille a été forcée à quitter la capitale et à se retrouver dans les camps de travaux et à se réfugier éventuellement ici au Québec. Donc c'est sûr que ça, c'est beaucoup dans ma pensée. Lorsqu'on pense aussi à l'état de comment qu'on perçoit l'immigration, comment qu'on perçoit la cause humanitaire, tant au Québec qu'en Amérique qu'en Europe. Et donc, ayant tant bénéficié de ce mouvement, disons, de solidarité de l'époque, ça me confronte quand même par rapport à l'actualité dans ce sens-là. En même temps,
je trouve espoir dans le fait que je fais partie aussi d'un collectif. Je suis sur le conseil d'administration d'un collectif qui s'appelle le collectif Super Bold People, qui est tout nouveau et qui a été fondé par des enfants de réfugiés de deuxième génération et qui ressentaient ce besoin de se réapproprier nos cultures, nos histoires, en ayant des parents qui, parfois pour des raisons de leur trauma, mais parfois juste par des traits culturels, sont très peu enclins à s'ouvrir et à partager ce qu'ils ont vécu. Et donc, et là, on vient d'inaugurer une exposition au Centre des mémoires montréalaises vendredi dernier. Donc, on est très fiers. On vous invite à aller voir. C'est jusqu'au 15 juin. Je fais ma petite plug, là. Mais et vous allez, on y découvre les histoires de nos 3 communautés, donc laotienne, cambodgienne et vietnamienne. Parce que l'idée, c'est que aussi nos 3 communautés ont beaucoup été séparées, dans le sens que chacun se retrouve dans sa communauté, mais en même temps, on a un vécu tellement similaire de par le parcours réfugié, mais aussi le fait qu'on a été des anciennes colonies françaises. Et donc, je crois que le fait de pouvoir travailler ensemble aujourd'hui, c'est des projets surtout de nature culturelle, mais aussi de redécouvrir un peu cette période des fins des années 70-80. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en travaillant sur cette exposition, c'est qu'on a pu replonger sur la contribution du Québec et j'ai vraiment découvert une personne que j'ignorais, donc un monsieur que je veux quand même nommer parce que je crois qu'il n'est pas assez bien connu et reconnu. Et je parle de Jacques Couture, qui était le ministre de l'Immigration de l'époque sous René Lévesque et qui, lui, avait vraiment aussi été un prêtre avant ça, et qui s'est rendu en Thaïlande, qui a visité les camps de réfugiés, qui est revenu au Québec avec cette idée qu'on avait une responsabilité humanitaire et qui a essentiellement mis en place l'approche humanitaire québécoise à l'époque. Chose que j'ignorais et chose qui manquait en fait, parce que je me suis toujours senti québécois, mais jusqu'à la période, disons, entre ma naissance et peut-être quelques années avant, dans le sens que j'ai appris sur l'histoire du Québec et j'ai vécu au Québec depuis ma naissance, mais il y a la période de quand ma famille est arrivée, c'est une période que je vis non pas en tant que Québécois, mais en tant que réfugié, parce que c'est mon point de repère. Donc c'est un peu ce qui m'occupe ces temps-ci dans ma réflexion. Et peut-être qu'une image que je partagerais pour synthétiser tout ça, qui m'est venue en tête aussi au début, c'est cette image entre l'idée des racines d'un côté et l'idée de l'encre d'un autre. Et je ressens une complémentarité entre les deux. Et en fait, une complicité, mais une complicité qui est vraiment en alternance, dans le sens que ma famille a été déracinée du Cambodge. Et leur défi, ça a été de se réancrer ici au Québec. Et plus cet ancrage s'est bien passé, plus ça m'a permis à moi, la génération qui a suivi, de s'enraciner ici. Et donc, je crois qu'il y a une sagesse dans cette dynamique de dire que si un peuple est déraciné, il faut l'aider à s'ancrer. Puis si une communauté est désancrée, il faut l'aider à s'enraciner. Donc, je veux juste partager ça. Ému et prête à parler. Oui, merci Jimmy. Louise ici. Patrimoine et artistique. C'est ça que j'entends. J'ai le goût de parler des deux, mais je vais commencer par là où on est. On est au Royal York, qui est un bâtiment qui a bientôt 100 ans, qui a été dans une ville outre-montoise francophone, qui a été bâti par des Américains qui sont venus, je pense Monique le disait au début, qui ont voulu reproduire un bâtiment de Central Park, ici. Et vous l'avez vu, l'ascenseur est original. Le bâtiment a été préservé, mais par des Québécois. Et la majorité, il y a encore des gens qui ont 90 ans, qui habitent ici, qui n'ont pas touché qui n'ont pas défait ce qui avait été fait. Et je trouve, puis là, je rejoins un peu Québec, Canada, USA, c'est-à-dire comment
les Québécois, en tout cas ceux qui ont adopté ça ici, en ont fait attention. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à habiter ici, parce que c'est un patrimoine, le patrimoine d'appartement, et même qu'on peut dire que c'est encore pas cher ici, contrairement à toute la spéculation. C'est comme si ce bâtiment-là était à l'abri de la spéculation. Donc, sur le conseil d'administration ici, moi, c'est le patrimoine qui m'a intéressée. On essaye d'en faire une reconnaissance ici pour que, c'est ça, pour le protéger, pour que ce soit... C'est le fun parce que c'est ta place de vie. Tu sais, c'est-à-dire qu'on a travaillé beaucoup dans faire reconnaître la culture, tout ça, mais quand c'est chez vous, tu dis, ben c'est encore plus ancré, enraciné, ancré, je sais pas, mais je me sens ici avec les racines de ici et qui doivent quitter, en tout cas, mais c'est fait que c'est ça c'est le patrimoine d'ici. Je reviendrai pour voilà. Bon. Oui. Oui, c'est Racha là. Pour moi, ça m'a vraiment touché ce que Jimmy a dit parce que ça représente vraiment mon parcours. Moi, je viens de dire auparavant que je suis immigrante. Ça fait 6 ans que je suis là. Et je crois que je suis vraiment dans l'étape d'ancrage. Et ça m'a fait vraiment penser, parce qu'hier, j'étais comme avec mon chum dans un bar sur Montclair. Nous, on habite à NDG, Notre-Dame-de-Grâce. Alors, j'étais comme en train de contempler le fait qu'avant ça, j'habitais en Arabie Saoudite pour 11 ans. J'ai quitté Damas en 2007. Et je crois que vous connaissez comme la situation en Syrie, la guerre et tout ça. J'ai visité tout le temps, mais quand même, ça fait 6 ans que je suis là. Et je disais à mon chum que c'est bizarre parce qu'en Arabie Saoudite, j'ai vécu pour 11 ans. J'avais vraiment pas ce sentiment de... je vais aller à cette rue-là, comme c'est ça mon neighborhood, c'est là le coffee shop où je vais aller prendre mon café, c'est là la boulangerie. Mais si j'ai vraiment ce sentiment-là que si j'aimerais prendre un verre, c'est ce bar-là sur Montclair qu'on va aller prendre un verre là. Je sais où aller acheter, comme ça change pas toujours le croissant de samedi et dimanche, c'est de la même boulangerie, le pain d'une autre boulangerie, c'est vraiment comme... C'est bizarre, mais ça m'a vraiment pensé à ça. Ça m'a fait penser à ça parce que oui, ça se peut que c'est l'ancrage et c'est aussi drôle parce que il me semble que n'importe quelle situation t'arrive comme immigrant, t'as toujours comme ce trauma-là que tu dois te dégager là-dessus et c'est pas si facile et parfois, on oublie parce qu'on est quand même pris dans la vie quotidienne, on pense à beaucoup de choses, alors, mais ça m'a vraiment touchée. Alors, merci bien d'avoir parlé de ça. Sur le point de l'environnement, c'est vraiment pour moi récent parce que, comme j'ai dit, en Arabie Saoudite, c'était pas quelque chose de priorité du tout. Alors, on n'en parle pas, il y a pas comme... Je crois que ça a changé quand même dans les 6 dernières années, mais c'est pas quelque chose à laquelle on fait attention du tout. Et je me sentais pas responsabilisée aussi, parce que quand même, j'avais toujours ce sentiment que je suis étrangère, je serais jamais une citoyenne là-bas, je sais que c'est temporaire, mais ça vraiment nous responsabilise ici d'une manière qui est vraiment si différente quand on commence à en penser. Et quand vraiment on se responsabilise d'une manière où, OK, j'ai acheté cette bouteille en plastique aujourd'hui, est-ce que j'avais vraiment besoin d'acheter ça? C'est vraiment comme des choses simples, mais quand même, ce sentiment de responsabilité, même dans ta vie quotidienne, c'est très important, je veux dire. Après, dans le domaine d'art, je crois qu'on a vraiment un parcours à suivre. C'est juste le début pour le moment, notamment dans le domaine de la musique. Et je crois qu'ici au Québec, on est vraiment plus avancé que le reste du Canada aussi, parce que dans mon travail, on n'en parle pas trop et on commence maintenant à dire, OK, on a besoin d'espace
on a besoin d'outils, on a besoin de rencontrer des gens qui ont fait ce travail-là en Europe ou au Canada, dans une autre province, juste pour savoir comment on peut quand même suivre les choses, comment on peut faire suivre les choses. Alors, oui, il me semble que c'est important dans ce moment. Je crois que j'ai assez de choses à apprendre, mais ça fait du bien de se sentir qu'on peut faire quelque chose. Comme Antonia a dit aussi, que c'est pas qu'on n'a vraiment pas de pouvoir là. Il y a quelque chose à faire. Peut-être c'est le début, mais il me semble que oui, il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Et... Merci, Rachel. Je ressens beaucoup toute cette notion d'effondrement, donc de perte de repères, d'ancrage, de racines. Et donc, je l'entends profondément et je me dis, il y a quelque chose qui nous tient quand même, c'est la confiance. Donc, où est la confiance? Où est ce besoin-là de garder les ponts, les liens, de les provoquer, de les maintenir? Et je pense que c'est un peu ce que j'entends de vous tous là maintenant, de dire comment on fait pour garder ça vivant, parce que c'est là qu'éventuellement on pourrait être, à mon avis, assez menacé collectivement si on ne peut pas garder ce lien de confiance entre nous. Et que cet entre-nous-là, bien évidemment, ça grandisse. À côté de ça, bien, cet effondrement-là, dans d'autres sphères, en guillemets, de mystique, Annick de Souzenel dirait que ça appelle à un grand retournement. Et le retournement, ça veut dire que devant ces situations-là, qui nous dépassent, il y a comme un besoin de revenir à soi aussi, de retrouver son intérieur pour retrouver, certains l'appelleront l'énergie ou peu importe, mais de retrouver ce moment-là où il y a cette espèce de paix ou de vision qui devient plus claire et qui nous permet de revenir et de participer, de contribuer. Quand on se retrouve avec des milieux qui sont tantôt plus écologiques, moi je me promène dans toutes sortes de mondes, je me définis comme une techno-farmer. Fait que ça donne déjà une idée du registre. Mais c'est ça, mais dans les milieux qui sont plus écologiques aussi, on voit revenir ces valeurs j'ai perdu mon idée, mais de faire ces liens-là qui sont vraiment importants dans ce grand esprit. Fait que ces jours-ci, je repense à ça. Je repense aussi à l'univers des symboles. On a toutes sortes de symboles qui nous font apparaître des clichés parfois ou autre chose. Avoir vu le signe de notre ami, notre ancien ami qui était Elon Musk, qui voulait parler d'environnement et de voitures électriques, mais qu'on a perdu certainement quelque part. Mais il y avait son signe nazi. Pour une génération, c'est ce qui était vu. Pour une autre génération, qui est la mienne, parce que moi, je viens du secteur des technologies, en voyant quelqu'un qui se présente comme un black hat, un chapeau noir, une casquette noire, c'est un black hacker. Un black hacker, c'est quelqu'un qui veut prendre les technologies et d'insuffler à l'intérieur des technologies de la malveillance, on peut dire. Donc, il y a cette idée qu'aujourd'hui, peut-être, on réfléchisse à où est la communauté des white hats. Parce qu'il y avait les noirs, les gris et les blancs, quand moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Alors, mon travail ces jours-ci, c'est de les retrouver et de voir comment on peut amener cette bienveillance dans le secteur des technologies, parce que je pense qu'on s'est fragilisé et qu'on a aussi oublié que les technologies avaient été créées comme outil de surveillance. Et si on veut garder la liberté qu'on chérit tout le monde, ben, il faut aussi penser à comment on garde ce réseau de confiance-là, mais avec les outils d'aujourd'hui. Et qui, pour moi, c'est le travail et la recherche que je fais au quotidien. À côté de ça, je suis en train de travailler avec une copine sur comment on réintroduit la culture du lin au Québec. Bon, je ne suis pas encore Mao Tse-tung et on ne va pas tous s'acheter des métiers à tisser, mais il y a quand même cette idée, et je l'appelle ma période fleur bleue.
Donc, je me trouve très, très romantique ces jours-ci, parce que la fleur de lin est une petite fleur bleue, alors quand on en met sur 50 acres, ça finit par être un peu bleu, tout ça. Fait que c'est ma position est entre ces deux mondes-là, soit profondément technologique avec ses amis hackers, voilà, et l'autre qui est de dire comment on repart de la terre, comment on redonne vie à cette terre-là, et comment on peut nous habiller à nouveau. Ma fille travaille en économie circulaire sur la fibre de berceau à berceau, mais lire ici les vêtements, le recyclage du vêtement. Et c'est évidemment une grande question aujourd'hui de comment on consomme les vêtements et comment on consomme de façon générale, mais notamment dans le domaine du vêtement. Moi, j'ai envie de rebondir d'abord sur quand on parlait probablement des liens entre les communautés. Puis là, tu parlais des différences entre le Québec et les autres provinces. Puis toi, tu parlais de la première des deux drapeaux canadiens et québécois, qui est comme un moment, là, donc face à, comme on disait tout à l'heure, un ennemi commun. On se regroupe, puis on laisse derrière des antagonismes, puis des petites guéguerres. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'opportunité d'avoir une vraie conversation. Tu sais, pour moi, ça veut pas dire, tu sais, mettons, laisser derrière nous les choses qu'on se reproche mutuellement. C'est aussi s'arrêter puis dire, mettons, genre, ben pourquoi le Québec, les Québécois, les francophones ont si peur, par exemple, de l'assimilation par... puis là, je fais des guillemets dans les airs, là, mais il y a toutes sortes de discours sur le nationalisme québécois puis l'indépendance et pourquoi il y a une rigidité face au reste du Canada, là, le rock. Là. Mais je pense que laisser derrière l'antagonisme, ça veut pas dire de pas avoir cette conversation-là. Au contraire, j'ai l'impression que c'est comme, OK, là, on se fait confiance, comme tu dis, là, on est ensemble, puis une fois qu'on laisse tomber la peur, qui est comme la peur, c'est l'instrument du fascisme, c'est la chose qu'on peut faire la plus puissante contre la montée du fascisme à travers le monde, juste à côté, puis ici, là, c'est quand même à la porte, là. On va pas faire comme si le fascisme était juste de l'autre côté de la frontière, là. On l'a vu, là, c'est arrivé en un clin d'œil aux États-Unis, là, ça peut arriver en un clin d'œil ici aussi. Puis la clé, c'est la peur de l'autre, la peur de l'omniprésence de la crainte de jamais savoir qu'est-ce qui va se passer après. Puis donc, l'outil le plus puissant contre le fascisme, c'est de se faire confiance. Puis comme tu disais, de se retrouver à l'intérieur de soi, puis d'être soi-même, en dépit des préceptes fascistes. Et à partir de là, de se parler. Puis de dire, ben moi, j'ai peur, par exemple. Tu sais, genre, ben, j'aime le français, mais j'ai peur que mes petits-enfants ne le parlent plus. Puis que l'autre personne écoute, puis ça comme, je comprends. Puis d'avoir cette conversation-là, tu sais. Puis on n'a pas, cette conversation-là. On est tous en train de se... par tweet interposé, là, ou par article de loin, là, à travers la frontière. Puis là, les gens, ils voient pas, quand vous regardez, vous écoutez ce podcast-là, mais je suis en train de mimer quelqu'un qui regarde de loin, comme si on lançait des... Oui, c'est ça, le côté du mur. Mais tu sais, à un moment donné, il faut se parler, puis faire communauté, puis se faire confiance, c'est aussi... C'est pas facile. Puis on dirait que c'est aussi quelque chose que... Faut pas penser que c'est fleur bleue, là, que comme être ensemble, c'est la joie, c'est l'amour. L'amour, c'est aussi genre pleurer, puis se crier dessus. Puis après ça, on se fait des câlins. Puis des fois, c'est comme « Oh mon Dieu, que tu m'énerves! » Mais faut passer à travers ça pour construire un vivre ensemble. Puis on dirait que ça, c'est quelque chose de plus en plus que je découvre, mettons, dans le milieu de l'environnement ou avec la démocratie directe ou que comme c'est pas confortable. C'est pas confortable, puis je pense qu'on a oublié à quel point c'est difficile d'être avec les autres. Puis, mais en même temps, tu sais, mettons, la seconde que ça commence à être inconfortable, c'est signe que t'es sorti de ton petit silo, de ta petite bulle. Là, t'es en contact avec d'autres personnes. Accroche-toi, parce que c'est ça, la démocratie. C'est quoi le film L'indifférence et l'inconfort, le film de
Dans le confort, le confort et l'indifférence. Oui. Les artistes parlent de ça beaucoup. Tu sais, pour revenir à l'art, ce que je trouve intéressant, moi, en vous écoutant parler, c'est que l'art, c'est un artifice, c'est quelque chose qu'on a créé. On lui donne un mot, mais en fait, c'est les émotions humaines, c'est la sensibilité, c'est les relations. C'est plein de choses, là, c'est pas juste une affaire. Mais on peut dire que c'est une langue universelle, mais en fait, c'est pas vrai parce que les esthétiques sont très différentes les unes des autres, mais il y a quelque chose de commun. Quand il y a une œuvre, quand il y a une performance, quand il y a une sensibilité, que ce soit avec des humains ou avec des, je ne sais pas comment on dit en français, des more than human. Plus qu'humain, on dit ça aussi. Anyway, j'aime beaucoup, à partir de notre conversation jusqu'à date, on ne parle pas beaucoup d'art, mais l'art est là. Les histoires, les relations art-science, le fait qu'on parle de ce qui est important pour nous. Anyway, je vais te passer le micro, là, mais je voulais juste revenir à cette notion d'ouverture de l'art, que l'art peut jouer tellement de rôles différents dans nos vies, puis ça peut être très simple, et tout comme ça peut être monumental aussi, là, mais pour moi, ça revient toujours à quelque chose comme de l'art, mais je ne peux jamais mettre mon doigt dessus, puis je suis content de ne pas mettre mon doigt dessus parce que ça me permet de voyager. Oui, OK, ça nous amène dans plein d'endroits en même temps. On va en choisir un. Oui, je pense qu'il y a effectivement ben pour moi, il y a quelque chose dans ce qu'Alexis et Monique disaient au niveau de... Puis en fait, tout le monde, Rachel, Jimmy, Louise aussi, mais dans cette idée d'ancrage ou en tout cas de savoir où est-ce qu'on est, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est un art qu'on maîtrise pas beaucoup aujourd'hui, l'art de juste savoir où est-ce qu'on est. Tu nous ramenais au patrimoine de ce bâtiment-là, à des histoires d'immigration, puis à comment on retrouve un chez-soi. Ben pour moi, il y a une notion là aussi que je lis à l'écologie, là, mais il y a une notion de... Moi, je me sens plus chez moi à Montréal depuis que je connais les plantes qui poussent autour, les animaux qui passent, puis c'est comme un sentiment qui est réel puis qui n'était pas planifié, là, c'est pas de ma demande de sub que je fais en ce moment, là, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui m'a surpris moi-même d'avoir toujours été ici et pourtant d'être plus ici maintenant. Puis je pense qu'il y a quelque chose là qu'on oublie souvent, tu sais, on est constamment bombardé par des nouvelles de partout dans le monde, puis on ressent des choses, puis on veut comme s'impliquer, puis tout est important à la même échelle, mais en même temps, on n'a aussi pas de prise sur ces enjeux-là des fois, puis c'est comme si pour moi, pour agir de manière réelle dans le monde, artistiquement et autres, c'est comme s'il faut vraiment être quelque part pour réussir à agir sur le monde. Si on est nulle part, puis c'est l'aspect des technos, t'en parlais, puis des technos ou farmers, ben pour moi, il n'y a pas... Le contraste est peut-être moins grand que pour d'autres, dans le sens où nos technologies aussi sont matérielles, puis on l'oublie souvent, puis on l'efface souvent, que ça part de matière qui vient de la terre, ça part de travail réel des gens sur le monde, puis l'aspect virtuel fait comme si c'était... ça avait aucune incidence matérielle, puis c'est pas vrai, tu sais. Fait que pour moi, il y a quand même il y a quelque chose là où on perd la connexion des fois avec le réel, puis peut-être que l'art, des fois, nous aide à retrouver ça, puis aussi je pense qu'on a besoin de faire des liens avec d'autres gens comme Alexis le nommait, c'est-à-dire on a besoin de faire des liens avec des gens qui pensent pas comme nous à la base, puis de comment le fait d'être dans un endroit commun, d'avoir des racines communes dans un lieu, je pense que c'est une base intéressante de dialogue puis de connexion qui est très humaine et simple et qui peut nous permettre après d'avoir la confiance de parler de choses plus inconfortables. Je suis d'accord avec toi, quand on touche à l'inconfort, ben on touche aussi à quelque chose d'important. Puis on a de la misère aujourd'hui à vivre avec l'inconfort, je trouve, là, puis à vivre avec le conflit qui est comme moi je viens du théâtre, donc le conflit c'est comme la base d'une pièce de théâtre, d'une histoire, il faut qu'il y ait un conflit, mais dans notre vie de tous les jours, on n'est pas super à l'aise avec le conflit, puis on préfère se retrouver entre gens qui pensent déjà comme nous, puis et des fois des gens qui pensent comme nous à l'autre bout du monde, alors que nos voisins, on leur parle pas, il y a cette affaire-là où, mais finalement, il y aurait quand on nomme de quoi j'ai peur, ben je pense qu'au niveau de la crise qui s'en vient, qui est là autour de nous, ben on pourrait tous trouver des points, des choses desquelles on a peur, sur lesquelles on veut agir, avec des gens avec qui on pensait avoir rien en commun à la base. Je pense qu'il y a comme quelque chose à retrouver au niveau de
au niveau du lien social là-dedans. Puis effectivement, je pense que l'art peut nous aider parce que pour moi, ce qui m'intéresse dans l'art et dans la science, c'est cette idée du doute, de l'incertitude, c'est-à-dire le fait que c'est pas résolu. Une œuvre d'art, c'est jamais complètement résolu. Puis la science, c'est pas résolu non plus. C'est-à-dire on a des théories qui réinterprètent le monde, qui nous proposent des nouvelles manières qui semblent être plus puissantes ou plus précises ou plus intéressantes que celles d'avant. Mais il n'y a jamais une vérité absolue, sinon ce serait de la religion, ce serait autre chose, ça serait un dogme. Puis la science, c'est tout sauf ça. Fait que pour moi, il y a quelque chose dans les deux où est-ce la multiplicité des récits puis des perspectives, la pluralité qu'on peut retrouver dans l'art, d'avoir plein de points de vue sur quelque chose qui coexistent, puis c'est ça la réalité. Pour moi, ça se rapproche plus de la nature de la réalité qu'un récit unique. Fait que pour moi, il y a une puissance dans l'art de juste valoriser le fait que plusieurs choses peuvent exister en même temps. C'est déjà beaucoup dans notre monde qui veut toujours que ce soit noir ou blanc, puis décide-toi, puis prends position. Il y a comme un espace de liberté qui est très riche là-dedans, mais qui est à développer. Ah! En tout cas, des affaires. Tu devrais faire du théâtre étrange. Je pense que en écoutant la zone ici, ça m'a, c'est-à-dire Alexis, Monique et Antonia, ça m'a fait penser, en fait, ça m'a fait penser de manière diagnostique, dans le sens d'essayer de comprendre pourquoi, avant de quoi faire. Puis dans mon diagnostic de pourquoi, ce qui m'est venu en tête, c'est l'idée d'un choc. Et je dirais, il y avait le livre qui parlait des chocs des civilisations. Et je pense qu'aujourd'hui, la version mise à jour, ce serait le choc des écochambres. Parce que je crois que c'est un peu une des sources de ces tensions-là. C'est qu'on a aujourd'hui, l'impact des technologies fait en sorte que, bien sûr, on ne consomme pas les mêmes nouvelles, ou du moins pas les mêmes interprétations. Et je pense que c'est une grande partie de pourquoi on perd la capacité d'être en présence d'idées différentes, d'opinions différentes, de visions différentes, parce que c'est tellement plus facile d'être entre nous, guillemets nous. Donc, et en ce sens, la question après, c'est comment qu'on fait pour déconstruire ces cloisons, ces écochambres qui se choquent, qui se démonisent. Et j'ose espérer que l'art a un rôle là, et pour nous éclairer comme un phare, en fait, comme un phare qui a dans son mot le mot art, hein, et la valeur refuse. Et donc j'aime l'idée, pour construire sur les jeux de mots, du pouvoir de la métaphore. Parce que je crois que le rôle d'une métaphore, c'est d'unir. C'est de partir de perspectives différentes et de construire une compréhension commune. Hein, une bonne métaphore, ça sert à créer des ponts entre des expériences, des perspectives différentes. Et c'est là où métaphore, donc art, donc ouais. Non, on le réapproprie le terme méta. Et donc, moi, mon espoir, mon aspiration, c'est que l'art se prenne pas juste pour de l'art, mais ose se prendre pour quelque chose de plus que de l'art. Ose se prendre pour des piliers des piliers de connaissances humaines, disons. Et donc, pour moi, le rôle que l'art peut jouer, c'est de contribuer à restaurer le pouvoir, pour revenir à quelque chose que Monique a dit, le pouvoir des symboles. Je crois que une des choses qui explique l'effritement de nos sociétés, c'est que non seulement on ne consomme pas les mêmes opinions et les mêmes éditoriaux, mais même quelque chose d'aussi simple qu'un symbole ne trouve pas de consensus, et que si on n'est pas capable de s'entendre sur le sens d'un symbole, ben on s'entendra encore moins sur les concepts et les idées. Et donc, en pratique, disons, les élections municipales qui s'en viennent à Montréal, on pense ici aux pistes cyclables comme symbole. Juste le symbole d'une piste cyclable divise de manière tant choquante et écochambrique que, voilà, je pense que
on a besoin de construire des nouveaux symboles qui unissent. Et autant, comme le point d'Antonia, je pense que je suis aussi d'avis que l'art, c'est dans la diversité des expressions qu'elle trouve sa valeur. Mais je crois que malgré cela, elle a tout de même une responsabilité peut-être moins tangible, mais d'unir. Et donc, moi, la tension de l'art, je la vis entre d'un côté, valoriser la diversité et d'un autre côté aussi aspirer vers une certaine union. Donc, voilà. Mais l'union, c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'on a... Qu'est-ce qu'on est? On est un humain, on est des humains sur un territoire. Tu sais, on cherchait la terre, l'ancrage, mais c'est le territoire. Le territoire, il est partagé par l'humain qui, lui, est autodivisé. Et l'art, c'est vraiment l'expression, moi je simplifie là, mais c'est l'expression de l'humain. Et l'humain est divisé, est perturbé, est angoissé. Alors l'art va être son expression, mais c'est sa réconciliation. C'est l'humain qui se réconcilie avec sa propre anxiété. Là, je vous amène dans la pleine conscience parce que j'ai commencé à enseigner la pleine conscience pendant la pandémie. Puis, je regarde Antonia, là, en ce moment, parce que c'est ce que j'ai vu au centuple, des artistes angoissés, anxieux, on le voit encore avec l'éco-finance, là, mais ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, ils se mettent dans le noir. C'est drôle. On se met dans le noir. Puis, tu sais, bon, quand une pièce est noire, tu allumes la lumière, il ne fait plus noir, hein? Bon, ça fait simplet. Mais avec le travail de la pleine conscience que je fais depuis 35 ans, mais c'est vraiment de cultiver notre lumière intérieure. Puis plus notre lumière intérieure va émerger, plus la noirceur est là, mais elle fera pas de l'ombre sur tout. Et dans notre société actuellement, là, j'étais au Salon du Livre, j'étais en train d'écrire La puissance de la bienveillance, c'est que comment on peut être bienveillant avec, oui, les Américains, avec nos collègues, mais on ne peut pas l'être si nous, on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, envers notre art. Puis l'art sert à ça, sert à dire, voilà, je suis, et je la partage avec vous. Je me connecte, on parlait de connecter. Parce que je suis bienveillant avec moi-même, j'ai confiance. Et parce que j'ai confiance, je peux être bienveillant avec les autres par l'art. Vas-y. Je vais juste dire une petite affaire, ensuite je vais passer à Rachel, puis ensuite on va passer à Alexis. Quand j'ai fait l'entrevue avec Léa, ta collègue là, à Éclat, j'ai beaucoup apprécié le discours autour de la joie et du rassemblement et du plaisir, parce que c'est une période difficile pour l'humanité, pour les plus qu'humains, à la limite de l'extinction, possiblement. Et comment passer à travers ça, comment trouver l'équilibre entre la joie de vivre maintenant, on est vivant, pourquoi pas en profiter, et la responsabilité dont on parle de différentes façons. Mais j'aime j'appelle ça de la jeune énergie parce que je suis un peu plus vieux, comme j'avais quand j'avais 32 ans au printemps électoral. Avec une sorte d'instinct de rassemblement. Réunissons les personnes avec qui on s'entend et aussi quelques-unes avec qui on s'entend moins bien. Et parlons, comme tu disais tout à l'heure, Alexis, il y a différentes façons de parler. Là, on utilise les mots, mais il y a d'autres façons, la danse, la musique, c'est des façons, surtout l'improvisation musicale, etc. Je vais arrêter là, mais je vais inviter ceux... 64 avec Léa, parce que c'est intéressant. Elle est biologiste de formation, puis elle parle un peu comme nous de ces liens
En anglais, on dit cross-sectoral, intersectoriel. On a tellement créé de silos puis de divisions problématiques. Ça crée énormément d'expertise, c'est une bonne chose, mais ça fait des années là, qu'il faut sortir de ces disciplines trop étroites, pas étroites au niveau du savoir, étroites au niveau de la méthodologie et du partage et de la collaboration. On est rendu là depuis longtemps. J'ai travaillé au Conseil des arts, interdisciplinarité, mon Dieu. Mais là, on est rendu ailleurs. Puis je trouve que les jeunes artistes hybrides, là, qui sont artistes scientifiques, font un bon travail. Et Claire, c'est un exemple, ta compagnie aussi. Donc, il faut continuer à faire ça partout. Moi, Claude le connaît déjà. J'ai un avis un peu radical quand on parle du rôle d'art et de la culture. C'est pas comme contre le rôle de ceci, mais c'est de trouver une manière de faire vivre les arts et la culture d'une manière durable quand même, parce que mon inquiétude, c'est toujours ce que je pense auquel tout le temps, c'est les ressources financières qui sont consacrées aux artistes et aux travailleurs dans les secteurs de culture. Parce que c'est toujours difficile pour eux, il y a peu d'argent, il n'y a pas beaucoup de financement. Et on voit que quand même, à chaque fois qu'on se ressemble, on dit que l'art et la culture sont vraiment des défendeurs de notre société. Ils sont responsables de diriger ce mouvement-là. On a comme ce rôle de faire apprendre aux gens, de faire vivre. C'est ça, il y a beaucoup de rôles qui sont comme vraiment donnés à la culture et aux arts, mais quand même, quand on regarde les ressources financières, c'est vraiment pire. Et moi, je suis violoniste aussi, alors pour moi, de juste penser, maintenant je travaille je suis gestionnaire culturel, mais je continue à jouer mon violon, mais si je veux juste vivre de mon violon, ça mène à nulle part, hein. Je peux pas le faire, ce qui était vraiment comme un moment triste quand je suis arrivée là, parce que c'était pas le cas avant, mais quand même, on doit être un peu réaliste. Et ça me fait vraiment penser aux autres artistes qui vivent justement juste de produire leur art. Est-ce qu'ils doivent vraiment vivre comme ça? Même chose pour les gestionnaires culturels. On travaille beaucoup d'heures, on est estimé à faire tous quand même dans nos entreprises et dans nos organismes, mais est-ce que ça va vraiment durer si on continue à vivre comme ça? C'est vraiment un secteur qui est mal fondé. Il y a vraiment un travail ici à faire. C'est pourquoi pour moi, c'était comme, on doit faire une réforme là-dessus. Même dans cette époque-là, la culture vraiment change. La culture pour nous, par exemple, moi, je suis née dans les années 80. Pour mon fils, maintenant, c'est pas la même chose. Ça va pas lui intéresser quand il va avoir 18 ans. Peut-être, lui, il fait du violon maintenant, mais ça sera pas si intéressant pour lui d'aller voir un concert, par exemple. Ou même d'aller à un centre d'art ou à un musée. Je continue à lui emmener parce que je veux cultiver ça dans lui. Mais on doit vraiment penser à la manière dont la culture évolue et on doit, revenons à Alexis, c'est le courage d'avoir accepté les changements, d'avoir accepté comme l'évolution de tout ça, parce que les êtres humains évoluent, voire la culture, les arts, les gens, la manière dont on se représente, dont on fait notre art. Comment penser ces jours-là et qui m'inquiètent parfois, juste pour comme, voir comment ça va évoluer ou comment ça va s'adapter au changement dans un futur proche. On va aller prendre un café. Non, c'est une grande question, l'économie. L'économie des artistes, comment l'économie est distribuée dans la société aujourd'hui. On voit l'odieux ces jours-ci, je pense. Quand on regarde peut-être du côté des États-Unis, mais même ici, c'est-à-dire que 1% de la population qui possède 99% de l'économie mondiale, là, c'est pas possible tout ça. Là.
c'est juste odieux. Bon, comment on en viendra à bout? Ben, j'allais un peu réagir à ce que Louise disait aussi, dans le sens que... Et aussi à l'écologie, dans le sens que... C'est la place de l'humain, quelle place on occupe, et ça revient pour moi. Pendant longtemps, on s'est dit, l'humain est au centre des systèmes. Et quand on disait ça, on se mettait comme des rois, des reines. Voilà, nous sommes en haut du règne, de tous les règnes végétal, animal et autres. Et je pense qu'on a quand même beaucoup cheminé, grâce à du monde, dans le Buckminster Fuller et beaucoup d'autres, sur le fait que, non, on fait partie de ces systèmes-là et qu'on a une responsabilité qui est celle de la régénération. Donc, comment on vient en appui aux autres systèmes, comment on reconnaît cette relation encore de bienveillance qu'on peut apporter, à laquelle on peut contribuer, puis que vous faites dans vos métiers tous les jours. Pour te dire, Jimmy, moi, je t'ai attendu. Tu sais pas, hein? Bon. Mais je t'ai attendu parce que j'étais dans une petite ville qui s'appelle Rimouski et toute la ville était mobilisée parce qu'on allait accueillir des jeunes, des familles qui étaient les boat people. Et là, tout le monde devait apporter des choses, quand est-ce qu'elle arrivait, où est-ce qu'elle allait être logée, comment on allait s'occuper. C'était la même chose, je pense, Diouf qui était adopté aussi à Rimouski. Donc, il y avait, dans une petite ville du bas du fleuve avec des pêcheurs, puis bon, quelques universités aussi, mais il y avait ce désir-là d'avoir cette mixité déjà, avec une bienveillance que j'ai beaucoup aimée dans cette histoire du narratif de ce qu'on te raconte. Moi, je voyais de l'autre côté. Et voilà. Et on a eu les premiers desserts vietnamiens qu'on n'avait jamais mangés, et tout le monde s'en parlait parce que le jello n'était pas la même gélatine. Puis, comment est-ce qu'ils appelaient ça déjà, puis comment il fallait le manger, puis bon. Ceci dit, il y a eu cette mixité-là qui était vraiment, vraiment, vraiment chouette. Et après, bon, j'ai travaillé avec une équipe où il y avait aussi à la fois des gens qui venaient du Laos, du Vietnam surtout. Tien Vu Dang, notamment, qui fait Festival Mu aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, cette relation-là, elle existe, et la nature et nous, comment on crée cette paix et comment, comme tu dis, comment on contribue. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu ça aussi, c'est trouver le point, comme tu dis, Louise, où on est centré avec nous-mêmes, on se remet au monde et qu'on voit qu'il y a plein de travail à faire et qu'on est au début. Et moi, je suis assez confiante que les artistes, c'est peut-être les gens les plus adaptables et les plus résilients. Parce que l'artiste, il est multiterrain par définition. Il sait comment. Il y a quelque chose en plus chez l'artiste, que j'ose dire. Après, moi, j'ai lutté beaucoup dans ma vie pour qu'on ne parle pas des arts et des sciences à côté. Les arts sont un domaine qui s'enseigne. Ils font partie de la grande famille des sciences humaines. Donc, je voudrais bien qu'on mette tous les génies ensemble. Et le génie artistique est un de cette grande famille des génies. Parce qu'on sait, comme nous-mêmes, des fois, on fait des choses qu'on ne se rend pas compte, mais on s'est isolé en disant, il y a les artistes et les autres. Il y a les sciences humaines, dans les arts, il y a des conteurs, il y a des narrateurs, il y a des musiciens, il y a toutes les formes, ils sont conviés. Et je pense que c'est, même à une certaine époque, c'était la mode de parler multimédia. Moi, je n'en parle plus jamais de ça. Mais l'artiste était multimédia avant son heure, parce qu'il était multitasking, il était capable d'aborder, oui, la musique, oui, l'instrument, oui, le travail de groupe, comme le théâtre, la convivialité, tout ça. Donc, l'artiste, c'est l'être le plus multiterrain qu'il n'y a pas. C'est un être extraordinaire. Moi, je disais même, il faut qu'il y en ait un dans chacun des conseils d'administration, il faut qu'il y en ait partout, partout, partout. Comme il faut qu'il y ait un white hacker dans tous les conseils d'administration, parce que ce sont des gens qui arrivent avec une bienveillance, qui arrivent avec continuer avec ton art, avec le regard, si on peut dire. Et c'est de ce regard-là dont on a besoin tous les jours pour nous aider à voir autrement. Puis c'est un peu ce que toi tu dis, c'est que pourquoi on est toujours en train de regarder à travers un préjugé qui est toujours un effet qui revient? Non, il faut ouvrir tout ça. Puis pour ça, il faut briser aussi des fois des choses. Peut-être en train de défaire devant nos yeux des choses
Puis là, ça nous oblige à dire à quoi on tient. Et peut-être que c'est ça le début de la nouvelle conversation. Qu'est-ce qu'on protège, qu'est-ce qu'on aime, ce à quoi on tient. Moi, je tiens à avoir des amis laotiens. Merci. Wow. Ouais, merci pour ça. On a le goût d'une autre minute de silence, on dirait. Non, c'est ça. Mais, ben, je sais pas, les deux, Rachel puis Monique, ça me fait penser à peut-être à l'idée de manque ou de précarité puis d'abondance. Là, ça me... une idée notamment là, entre autres là, de Robin Wall Kimmerer là, qui a fait Braiding Sweetgrass, Tresser les herbes sacrées, c'est un podcast en français. Mais ouais, donc son livre, puis mais elle parle beaucoup de cette perception, peut-être cette fausse perception qu'on a dans le monde occidental, que l'économie, c'est le manque, puis il n'y a pas assez pour tout le monde, donc c'est comme, ça cause la compétition, et donc il faut se battre pour des ressources qui sont limitées. Tu parlais des ressources financières pour les artistes, etc., mais... puis elle challenge un peu ça en disant, ben, dans la perspective donc autochtone d'où elle vient finalement, avec un background mixte, mais des études traditionnelles occidentales et ce savoir autochtone-là, ben, qu'il y a une économie de l'abondance aussi, c'est-à-dire que... Puis son image, c'est toujours la Mélancier, là, je pense, parce que les bourgeons sont en train d'éclore en ce moment. Donc, et c'est excellent, et personne ne connaît ça, et il y en a partout à Montréal, c'est extraordinaire. C'est gratuit, regardez vos condos, les nouveaux développements, ils en mettent partout pour décorer, il y a plein de... Donc, il y a ces ressources-là, puis moi, depuis que j'en cueille, j'en ai toujours trop, j'en donne à tout le monde, on fait de la confiture, on le partage, mais c'est vraiment, effectivement, une image parfaite pour parler d'abondance, puis des choses qu'on voit pas, tu sais, on a tendance à se dire qu'il va falloir sacrifier des choses à l'avenir, ça va aller mal, donc on va avoir moins de ça, on pourra plus faire telle chose, on pourra plus lever de nos vies. Puis on parle jamais des choses qu'on va gagner, qu'on va reprendre, ce dont on va reprendre le contrôle, ce qu'on va avoir de plus. Par rapport aux conditions des artistes, oui, il faut se mobiliser, oui, il faut se vendre plus d'argent, oui, c'est terrible qu'on n'ait pas ça. Je suis d'accord avec ça. Et aussi, j'ai envie que ce soit pas la seule chose qu'on raconte de notre situation. Tu sais, j'ai envie aussi que... Moi, je fais ce métier-là aussi, je me suis rendu compte assez récemment, pour les conversations, puis les collègues que j'ai, puis la richesse des conversations, puis des échanges qu'on peut avoir avec des gens, comme Monique disait, qui sont ouverts, qui sont flexibles, qui lisent, qui sont curieux sur plein de choses. Puis je me dis vraiment que ça, c'est une ressource non matérielle, mais qui est immense dans ma qualité de vie, dans l'intérêt que je prends à ma propre expérience humaine de... On a juste une vie, puis il faut vivre. Ben moi, ça m'apporte une richesse inestimable que j'aurais peut-être pas dans un autre métier, dans un autre milieu, à cause de la nature du travail qui fait qu'au fil des projets, on est confronté à différentes personnes, différents milieux, différentes réalités, puis on apprend toujours. Ce serait le cas avec des scientifiques, ce serait le cas dans d'autres milieux certainement, mais j'ai quand même cette richesse-là où je me dis, oh, quand même, ces conversations-là, ces échanges-là, les relations humaines qu'on bâtit, le temps, la flexibilité que ça peut nous apporter, le métier d'artiste, et quand même... Ça, c'en est un cadeau, c'est quelque chose qui est abondant dans notre pratique, alors que l'argent, bon, souvent l'est pas. Mais c'est ça, on dirait que je fais attention des fois à pas tout encadrer en termes d'argent, parce qu'on dirait que ça nous ramène dans le même cadre duquel on essaie de sortir, c'est-à-dire que la valeur de notre vie se mesure à est-ce qu'on a de l'argent, puis ça prend un minimum, mais il faut aussi challenger les structures qui font qu'on a autant d'inégalités. Puis pour moi, la crise climatique, c'est aussi une crise des inégalités. On le sait, c'est justement parce que une petite portion d'humains s'accapare la majorité des ressources que là, ça fonctionne plus. Fait que je pense qu'il faut... Puis je pense que dans le quotidien, ça se manifeste. C'est important de se rappeler qu'est-ce qu'on a en surplus à partager, qu'est-ce qu'on a d'abondant dans nos vies, dans nos quotidiens. Parce que ce qu'on raconte de nos vies, puis comment on se raconte nos journées, ça influence quand même comment on perçoit le monde, puis le pouvoir d'action qu'on pense qu'on a sur les choses, là. Fait que on va pas aller trop dans les médias, mais tu sais, il y a des choses qui sont véhiculées d'une façon, puis c'est sûr que ça nous renfonce le clou dans une direction, puis peut-être pas dans la direction qu'on souhaiterait, en se disant « Ah ben voici les choses qui sont belles, qu'on aimerait voir fleurir, voir encourager plus, en tout cas. » L'abondance, on en parlait hier dans la table ronde sur l'identité canadienne. En fait, on a très peu parlé d'identité canadienne, d'écologie, de toutes sortes d'affaires. Mais j'ai mal compris, à prime abord hier, abundance. Ouais. Parce qu'il y a un nouveau projet
dirigé par Sarah Garton Stanley, OYS Lightwalla, puis David Magg, qui s'appelle createcanada.ca. C'est assez intéressant parce qu'à chaque ils mettent une idée, puis ils demandent aux gens de réfléchir. Puis des fois, c'est audacieux, mais ils parlent de la notion d'abondance. J'ai dit, puis après ma barre, moi, j'ai pensé abondance dans le sens de la surconsommation. C'est ce qui m'est venu à l'esprit. Là, ça a pris une journée là, pour le démêler. Merci beaucoup. Parce que là, je comprends que l'abondance, c'est pas nécessairement l'excès. C'est la plénitude. La plénitude écologique. Les plantes, les animaux, la coexistence. Je ne veux pas être trop sentimental, là, mais là, je comprends que l'abondance peut être tout à fait durable. En fait, c'est la notion même de l'abondance. C'est qu'on est suffisamment abondant. C'est une façon de parler. On a suffisamment de ce qu'on a besoin pour vivre. Et tout le monde a suffisamment ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et c'est donc l'inégalité. Donc, j'aime ça. C'est toujours bon d'apprendre des nouvelles choses, mais de désapprendre une notion que à prime abord, on a mal compris, d'avoir le temps de digérer les notions, puis d'arriver à quelque chose puis qu'on soit un petit peu d'accord que c'est un principe à développer. En art, en sciences, dans des écrits, dans nos conversations. Parlons d'abondance, définissons-le d'une façon généreuse pour qu'on puisse aborder le sujet puis dire « Ouais, je comprends l'abondance. » Non, on est en train de se battre là, pour le micro. Là. Ah, mon Dieu! Mais... Ah non, on a eu juste du chocolat, d'immenses raisins, des noix. Comme on disait tout à l'heure, c'est Bacchus qui est avec nous, mais qui ne parle pas. Mais moi, je vais faire des liens avec plein d'affaires, là, quand on parlait d'abondance, puis des artistes, puis d'aller dans cette direction-là, mais par rapport à la création artistique, qu'on est encore... en fait, le contraire de l'abondance, c'est la rareté, puis les marchés... ils en ont besoin pour que les choses aient une valeur et puissent s'échanger, puis que des gens deviennent riches. Puis c'est aussi vrai du milieu culturel. C'est une industrie, il y a une économie, puis là où je veux en venir, c'est que l'abondance en art, c'est tout le monde fait de l'art. La radicalité, tu sais, on parle de comment c'est important, les artistes, c'est important l'art, on parle de comment l'expression artistique, c'est une manière de dire... au-delà de ce que peuvent exprimer les mots, que c'est une manière de se reconnecter avec soi-même, que c'est radical à plein d'égards, puis que c'est gratuit. C'est pas gratuit juste économiquement, mais gratuit dans le sens de je viens de prendre 10 minutes à faire un dessin parce que ça me fait du bien, puis ça n'a pas besoin d'avoir d'autres finalités. Mais ça, on a oublié ça. Il y a tellement de gens qui... En fait, je pense qu'on a tous vécu ça au moins une fois, qu'on a essayé de chanter, de jouer de la musique, de dessiner quelque chose, de faire du théâtre, puis qu'on était comme « Oh mon Dieu, c'est nul! » Puis qu'on était gênés. Puis là, tout le monde qui écoute, tout le monde a déjà vécu ça. D'être gêné de faire quelque chose qui ne correspond pas à des standards. Puis c'est des standards qui sont construits sur la prémisse que ça a une valeur potentiellement économique. Ça peut être marchandisé, donc ça a une valeur. Donc c'est le seul art qui se peut. Mais pour moi, c'est important de dire non, genre, tout puis là, dans tout ce qu'on a eu comme conversation de la valeur qu'on attribue à l'art, il n'y a jamais une dimension économique, mais il y a comme, je sais pas, un genre de double pensée souvent on oublie que de souligner que l'art c'est important, c'est aussi de dire, faut trouver une manière de faire en sorte que tout le monde se réapproprie le processus de création artistique, que tout le monde soit capable après ça de déconstruire c'est quoi du bon art. C'est quoi quelque chose de beau? puis qu'à la fin, c'est juste se reconnecter avec l'impulsion là, que tout le monde a déjà vécu enfant, ou puis que les artistes vivent, cultivent. C'est cette impulsion de comme j'ai une excitation vis-à-vis de quelque chose dans le monde, dans les relations ou avec moi-même, puis je vais tirer ce ficelle-là, ce petit fil d'Ariane, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Puis ça part d'une excitation par rapport au fait d'être vivant, là, puis d'être ensemble, puis de vouloir le partager. Mais là, à un moment donné, il y a des gens qui ont coupé ce petit fil-là d'Ariane avec le monde, mais il faut réapprendre
à le cultiver. Puis si tout le monde fait ça, tout le monde fait de l'art, bien là, évidemment, ça transforme plein d'affaires, notamment dans l'industrie culturelle. Là. Qu'est-ce que deviennent les artistes professionnels? Mais tant qu'à moi, ça donne encore plus de travail pour les artistes professionnels parce que c'est comme des mentors, c'est des ultimes créateurs. T'sais, est-ce que parce que tout le monde sait écrire, il y a moins d'écrivains? C'est juste... En tout cas, je lance ça de même, là, mais... Oui, ben c'est ça. Puis je suis sûr que les comptables seraient bien contents que les gens fassent mieux leurs impôts. Qui me tient vraiment parce que quand même, il faut vraiment faire la différence entre l'apprentissage des arts ou la pratique d'art et les artistes professionnels. À mon avis, c'est vraiment très intéressant de faire cette différence-là parce que quand même, tout le monde a droit à faire de l'art, tout le monde a droit de le pratiquer. Comme tu as dit, si tu dessines quelque chose et que tu l'aimes, c'est génial. Tu as fait ce que tu as à faire et ça te fait plaisir, ça te rend quelque chose de positif dans ton âme, alors c'est parfait. Mais le problème, je crois qu'il y en a assez d'artistes maintenant professionnels que le marché ne peut pas les prendre. Alors, mais ça, si on veut penser à ça quand même, vraiment, je sais que c'est un peu radical, mais quand même, si en pensant au système de l'éducation et à combien on a d'artistes qui étudient, il y a quelqu'un qui doit leur dire « Hey, vous étudiez ça, vous pensez que vous allez faire une profession là-dessus, mais écoutez, la demande dans le marché n'est pas si trop que vous, hein. Il n'y a pas assez de demande. C'est comme dans tous les modèles d'affaires. Parce que pour moi, en pensant à l'orchestre, par exemple, c'est un modèle d'affaires pas assez récent, mais pas assez ancien aussi, comme un modèle d'affaires comme les saisons et tout ça. Mais est-ce qu'on veut continuer à faire ça? Mais ça a fonctionné avant. On a des saisons, on invite les gens, il y a des abonnés, on fait tout ça. Mais ça se peut que c'est pas un modèle d'affaires qui plaît aux gens maintenant. Est-ce qu'on veut changer ça? Est-ce qu'il y a toujours de place? L'art, c'est pour tout le monde. On doit vraiment souligner ça. Et je trouve que en ayant les maisons de la culture et le Conseil des arts et tout ça, ça doit garantir accès aux arts à tout le monde. Comme à tout et toutes les Montréalais, les Québécois. C'est un droit, à mon avis, parce que ça vraiment donne beaucoup à ton identité comme personne. Mais d'étudier l'art et de devenir une personne qui se professionnalise là-dessus, on doit vraiment quand même penser si ça va vraiment nous donner un revenu. C'est pas toujours de penser à l'argent aussi, c'est pas le terme financier des choses, mais quand même, on doit être réaliste aussi. Si on n'a pas assez d'argent, si on a une famille, si on veut nourrir les enfants, si on veut quand même faire apprendre à nos enfants, les envoyer à l'école et tout ça, ça demande des ressources financières que les artistes parfois ne l'est pas. Ah, Racha! Non, mais on fera pas le sommet de la culture ici, mais non, mais c'est ça, ça s'en vient. En tout cas, on peut revenir la semaine prochaine, Claude, là, si tu veux. C'est tellement intéressant ce que tu dis parce que c'est une question que je me pose intensivement. En ce moment, la viabilité financière de l'art repose sur des paramètres qui ont été bâtis peut-être en 40, en 1930. C'est-à-dire que je suis une violoniste, donc mon métier, c'est de jouer sur une scène et d'être payé pour le faire. C'est comme ça qu'on a... et c'est de là qu'on vient. Et moi, je ne le sais plus. J'aimerais qu'on pense où est-ce qu'il peut aller ton violon. Antonia, qui est vraiment une avancée intéressante, mais bon, déjà qui date des années 80, 90, mais c'est ça qu'il faut. Tout l'art a été monté sur sa diffusion, que c'est quand je diffuse que je suis payée. C'est comme ça. Mais, puis là, on dit, c'est à l'État, pardon, l'étiquette, des vendeurs d'étiquettes. On a vendu des étiquettes. Mais, et si l'étiquette ne se vend plus, bon, c'est à l'État de m'aider à diffuser mon truc.
Fait que j'ai pas la réponse, là, Racha, mais je trouve, c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on soulève ce mécanisme, puis c'est la même chose pour l'art visuel, c'est-à-dire, faut que j'expose, faut que on veut tout faire ça parce que, comme on disait tantôt, l'œuvre doit être partagée avec les autres. Mais comment, je dirais pas comment je la finance, je dirais comment je peux l'intégrer dans la société, dans les mécanismes, je dirais industriels, en pensant que l'industrie, c'est tout ce qui structure ce qu'on est, ce qu'on fait. Je m'arrête ici, je ne sais pas. À un moment donné, il faut soutenir les artistes, y inclut le financement public, mais pas exclusivement le financement public. Il faut soutenir les artistes, il faut les intégrer, il faut trouver des façons que ça soit pertinent dans la vie quotidienne. Et ça se fait déjà, ça, c'est pas nouveau, mais quand on est dans une période comme ça, on parle de la menace des États-Unis, l'identité canadienne, québécoise, whatever. Pour moi, l'art est comme juste à côté. Elle est là, elle sillonne autour de ça, puis elle dit, ben moi je peux aider, moi je peux, ça me donne, donnez-moi un peu de place. Donc oui, une subvention va aider, mais surtout s'il y a de l'accueil. Et s'il y a un accueil, un organisme qui dit, on a du financement, on aimerait ça avoir un artiste, on va vous accueillir, on va vous soutenir, on va vous donner une résidence de 6 mois ou de 6 ans ou whatever. C'est là où ça devient plus réel, à mon avis. J'ai rien contre le financement public, ça joue un rôle important dans le soutien. On passe une période en anglais, on dit wealth, tu sais, Non, mais pas de ce type d'abondance-là. De surabondance, dans le sens que l'énergie, le pétrole, tu sais, on peut parler pour ou contre le pétrole, mais on a eu accès à du pétrole extrêmement cheap là, pour un bout de temps, puis ça se termine. Là. C'est pas aujourd'hui, demain, mais bientôt. Donc, cette période-là de richesse, appelons ça, elle se termine, puis là, on commence une autre période. Ça va être une autre époque, comme tu disais, difficile à certains niveaux, puis avec beaucoup de potentiel à d'autres niveaux. Donc, je pense que c'est un des enjeux là, qui me passionne le plus, c'est comment est-ce qu'on fait pour soutenir. Même le mot soutenir est problématique parce qu'on a l'impression qu'on fait à la place de l'autre. On cherche un mot ou des mots pour que les artistes jouent un rôle plus, je sais pas quoi, là, important dans la société, sans mettre la pression pour que ce soit eux qui... Quelqu'un disait hier, « Art's not gonna save Canada ». Puis là, je dis, come on! Ah ouais! Non, c'est pas le rôle de l'art. Là, ça pourrait être un produit secondaire de ce que l'art fait. Moi, je pense qu'il faut repenser l'art. Je suis en train d'écrire un article pour mon Substack là, sur l'art, puis j'ai bien de la misère parce que c'est gros, puis c'est compliqué. Puis intellectuellement, on essaie de dire d'où je viens. J'essaie de décoloniser, puis à un moment donné, je ne sais plus qui je suis. Puis je fais de la méditation tous les jours de Qigong, puis j'essaie de défaire mon ego, puis mais il faut que j'en garde un peu, sinon je vais mourir. Qui va dire? J'ai 3 choses dans ma tête qui sont accumulées, mais je vais aller en ordre inversé parce que je veux réagir à ce que Rachel a partagé parce que c'est aussi venu beaucoup me chercher. Et moi, ce que ça a évoqué en moi, c'est la thématique que Claude sait qui me suit depuis un certain temps, celle du privilège. Et je crois que une des réalités que moi j'observe, c'est que nos structures sont à l'image des structures de privilège, dans le sens que, tu sais, qui a la chance de faire de l'art dans notre société? Est-ce que c'est le réfugié avec une mère monoparentale qui a 4 enfants à nourrir? Ou est-ce que c'est la personne dont les parents sont assez aisés et qui ont des connexions? Et, donc, ça fait partie quand même de la réalité, ces aspects-là. Et donc, je crois que moi, l'enjeu, il se retrouve en partie là. Le fait que la pratique, l'accès à l'art demeure quand même dans une certaine mesure à l'image des systèmes de pouvoir et de privilèges tels qu'ils sont, donc très inéquitables et ainsi de suite.
et souvent aussi héritée surtout. Et c'est ça le défi de déconstruire une structure dont souvent les personnes vivantes qui occupent les positions de pouvoir ne sont pas à l'origine de la création et donc peuvent se déresponsabiliser dans leur tête que c'est pas moi qui ai créé ça, c'était juste comme ça. Tu sais. Et donc, mais je veux en revenir à l'idée d'avoir pas nécessairement une hiérarchie, mais un peu comme dans une structure très circulaire, il y a un noyau, puis après il y a des couches qui s'ajoutent. Et je crois qu'effectivement, moi, à mon avis, ça ne devrait pas être un privilège qui détermine l'accès à l'art. Je crois qu'une société équitable, une société juste, une société solidaire, c'est une société qui peut se permettre de dire que peu importe où un enfant est né, au Québec, il ou elle va avoir accès à l'art sous toutes les différentes formes. Et après vient ensuite l'idée de la pratique personnelle, qu'une société développée et solidaire devrait elle aussi favoriser la pratique personnelle tout au long de la vie. Pas juste durant le primaire, quand je suis plus intéressé par d'autres choses, mais que tout au long de la vie, ça devrait être un droit de favoriser la pratique personnelle. Et là, lorsque vient le temps de la pratique professionnelle, je crois personnellement que là, peut-être, on peut laisser le marché définir un peu plus qu'est-ce qui collectivement résonne avec la société au point de pouvoir vendre des billets et vendre, tu sais, mais il y a quand même un rôle de l'État. Dans un idéal, ce serait un hybride. Et je crois que le rôle du privé, par contre, est à tous les niveaux. Pas juste par rapport à ce qui rapporte de l'argent, mais par rapport aussi à la responsabilité de rendre accessible l'art. Donc, ça, c'est... Donc, vraiment, remettre en question, regarder les structures de privilèges et voir comment que, à la fois les fonds publics, l'État, mais aussi les organisations variées peuvent compenser, entre guillemets, les manques d'accès là où ils sont les plus créants. Pour revenir à l'art tantôt, j'ai beaucoup aimé ce que Monique disait, que l'art touche à, c'est vraiment multi là, tu sais, pas juste multidisciplinaire, multimédia, mais multicouche, tu sais, ouais. Donc, pour moi, et là, je reviens à l'idée de la peur que Alexia avait mentionné, puis moi, mon point de réconciliation entre les deux, c'est je pense que, et là je suis encore, c'est mon côté optimiste, là, je crois que pour moi, une autre forme d'art, c'est l'art de réparer. Et en anglais, on dit souvent, une phrase qui résonne avec moi, c'est creating repair. Donc la réparation, c'est quelque chose qui se crée. C'est pas juste de revenir en arrière, puis là, de patcher quelque chose, puis que c'est moins bon que c'était avant que ça soit brisé. Hein? Mais c'est plutôt de dire que la réparation, c'est de créer. Et c'est un processus créatif, la réparation. Et donc, dès que c'est créatif, c'est artistique. Et on est dans une société, justement, c'est quoi la surconsommation? Bien, c'est de dire, on se débarrasse de ce qui est brisé. Et donc, on n'a pas une culture de réparation, ni pour les trucs physiques qu'on consomme, ni pour les relations humaines. Et donc, je pense que... la dégénérescence programmée. Oui, exactement, absolument. Puis je pense que dans nos relations même aujourd'hui... exactement. Donc, pour moi, mon espoir, c'est l'émergence d'une culture artistique de la réparation où on peut apprendre à créer de la réparation. Et finalement, sur l'abondance... sur un plan plus spirituel, disons, j'ai réfléchi un peu c'est quoi pour moi l'abondance, parce que Claude a partagé les siennes. Et de la manière plus simple, la connexion, la relation avec la source. Quand on est en relation avec la source de la vie, on est en abondance. C'est pour chercher cette connexion. C'est pour essayer de trouver cette connexion. Et on l'a fait à travers des choses et à travers des expériences, mais qu'à la base, l'abondance, c'est être en relation avec la source. Et après, pour la surabondance, pour moi, la surabondance, c'est d'être engagé dans des activités qui, en fait, empêchent d'autres d'être connectés à leur source. Et c'est là où j'ai un jugement éthique et moral là-dessus. Ben, premièrement, merci beaucoup. C'est super beau. Moi, j'ai envie de rebondir sur toi et Claude, sur le principe
de la réparation, mais aussi de la transformation de l'art. Puis là, je vais sortir un truc qu'Anthony a déjà entendu. Dans le cadre de ma maîtrise, j'ai fait un travail de recherche où je me suis demandé qu'est-ce que peut la création artistique dans la transformation des imaginaires environnementaux. Puis là, par imaginaire environnemental, on pense à tout ce qui entoure la manière dont on comprend l'environnement, c'est-à-dire, c'est autant des idées, des concepts, des valeurs, des images, des souvenirs, etc. Notamment, puis je m'en suis venu à me demander, en fait, quand un artiste fait de l'art, qu'est-ce qu'il fait d'autre qu'une œuvre? Hein? Je parlais que comme l'œuvre, c'est le bout émergé de l'iceberg, le bout qu'on peut marchander, puis vendre, puis vendre des billets, etc., ou spéculer, faire un marché de l'art, puis tout en dessous, il y a le processus créatif de l'artiste. Puis c'est quoi cette affaire-là, en fait? Genre, quand un artiste crée, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Puis c'est là où on revient à cette impulsion, là, le fameux fil d'Ariane de connexion avec soi, avec les autres, de communiquer. Puis j'ai parlé à un artiste d'origine balinaise qui vit à Montréal, qui a un studio à Montréal, puis qui me racontait que pendant la pandémie, il était à Bali. Puis Bali, c'est un endroit très touristique, puis pandémie oblige, plus de touristes. Puis sa communauté vivait de la pêche et du tourisme. Puis là, crise climatique, moins de poissons, crise pandémique, plus de touristes, donc crise économique. Puis il se promenait sur la plage, puis il se demandait comment aider sa communauté. Puis il a remarqué que sur la plage, il y a toutes sortes de... Il y a des filets de pêche, en fait, qui... Ah oui, tu connais... Elle connaît mon punch. Elle connaît mon punch. Ah ben, Harry Baraji, il regarde des filets de pêche qui s'empêtent dans les mangroves, puis les vagues vont faire en sorte que les filets, genre au fil finalement des marées, vont scier les racines, puis finalement détruire l'écosystème. Fait que là, lui, il est là, il pense à sa communauté, il pense au filet, puis il est comme, qu'est-ce que je peux faire? Puis la première chose sur laquelle il pense, c'est, ça ferait un beau matériau pour une sculpture. Parce que Harry est un sculpteur. Puis il m'a dit quelque chose de super intéressant. Il a dit, si j'avais été un médecin, j'aurais dit, mon Dieu, c'est terrible pour la source d'approvisionnement en eau, puis pour les environnements. Si j'avais été ingénieur, j'aurais dit, c'est ça les propriétés du filet. Puis, tout le monde arrive avec son expertise, puis qui peut porter un regard sur les choses, même si c'est en dehors des limites définies par son domaine. Fait que là, lui, il a vu ça, il a dit, c'est un matériau, j'ai envie de faire quelque chose avec. Il revient avec genre des tas de filets, que tout le monde est comme, qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis il commence à gosser avec, là, comme tout bon artiste qui gosse avec la matière. Puis il se rend compte qu'il peut genre défaire les fils des filets, puis isoler une fibre. Puis là, il a eu l'idée de les tisser. Puis là, il est allé voir des gens de sa communauté, souvent c'était comme des femmes âgées, qui se rappelaient de la méthode de tissage traditionnelle balinaise qui avait été oubliée. Puis ils se mettent à tisser les vieux filets de pêche. Puis là, finalement, il fait des œuvres avec ça, c'est, comme tu disais, des choses magnifiques. Là. C'est des tissus, il fait des vêtements, il fait des œuvres. Puis la vente de ces œuvres-là va soutenir sa communauté, puis il peut payer les membres de sa communauté pour faire ce tissage-là, ce travail-là. Fait que finalement, il a aidé sa communauté à s'émanciper d'une dépendance à des industries qui sont problématiques. Il les a aidés à mieux comprendre finalement le lien avec leur environnement. Puis à redévelopper une expertise comme de tissage traditionnel. Puis tu sais, à travers tout ça, genre, l'artiste était l'élément catalyseur. Mais il y a pas, tu sais, son point de départ, c'était pas comme je cherche une idée pour faire une œuvre, je suis un artiste. C'est je veux aider ma communauté, qu'est-ce que je fais? Puis qu'est-ce que je fais en tant qu'artiste? C'est jouer avec la matière. Puis ça, c'est comme un exemple super intéressant que j'ai envie de mettre ça dans la tête de tous les artistes, là. Qu'est-ce que je peux faire? Genre, qu'est-ce que je fais d'autre qu'une œuvre? C'est quoi mon expertise? Qu'après ça, je peux transposer dans plein d'autres endroits. Que ce soit, aller voir des mouvements militants en environnement, que ce soit, on parlait des petits cyclables. Faut être créatif dans notre créativité. Puis genre, sortir des limites qu'on nous impose. C'est ça les liens que je vois comme avec la... Ouais. Non, mais c'est être connecté à sa source. Celui qui a une micro parle, comme tu disais. C'est ça. Ouais.
oui, je trouve ça beau ce qu'Alexis raconte, puis je pense que ça... En tout cas, pour moi, ça se relie avec ce dont on parlait avec Racha et Jimmy au niveau de l'artiste professionnel, qu'est-ce que c'est pas, tout ça. Parce qu'il y a quand même... je trouve ça beau, parce que ce que tu décris, je trouve, c'est comme si c'est l'artiste comme posture, c'est-à-dire comme relation au monde ou comme perspective sur le monde, plus que comme métier 9 à 5 dans les structures qu'on imagine, qu'on connaît. Fait que ça, je trouve que c'est assez nourrissant, tu sais, comme idée, puis de se dire... puis qu'en même temps, on n'aurait pas tous le même... pas tout le monde le ferait, tu sais, avoir tous le temps, comme tu dis, on aurait tous nos perspectives différentes sur la même situation, puis que c'est ça qui rend ça riche aussi, parce que quelqu'un d'autre va arriver puis avoir une autre idée, puis peut-être que s'il y avait 40 autres personnes qui allaient avec leur idée voir ces filets de pêche-là, il y en aurait déjà plus, parce qu'ils auraient tous trouvé des choses à faire avec, différentes, tout ça. Fait que moi, ça me ramène très... mettons, politiquement, moi, ça me ramène à mon fantasme personnel qui est le revenu minimum garanti. Ben, ouais, puis... Exact, un filet social... Oui, exactement. Un filet social fait de rebuts de plastique, ça me semble quand même une bonne image pour ça me semble pas mal le fantasme ultime de vers où on pourrait aller avec toute la... mais c'est parce que... puis on en parle pour les artistes du filet social, mais moi, je pense que pour tout le monde, c'est-à-dire que si on pouvait avoir un... Puis quand on dit revenu minimum garanti, c'est vraiment revenu minimal. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui supporte un mode de vie très frugal. Et donc, ça laisse la place à... Si toi, tu es heureux avec ça, puis ça te suffit, ben tu as beaucoup de temps à consacrer à des choses bénévoles, à des projets artistiques, à peu importe, qui vendent des tickets ou pas. Et que si toi, tu veux plus parce que, justement, tu veux consommer plus ou pour X raisons, tu as des enfants, whatever, tu peux aller chercher un supplément de travail, mais t'es pas souscrit par défaut à est-ce que je peux gagner ma vie avec cette occupation-là, qui est une manière assez terrible de se dire qu'on va vivre notre seule vie humaine puis qu'on va s'épanouir là-dedans. T'sais, c'est ça la première question. Puis en tout cas, il y a plein d'études qu'on connaît là, pour que ça coûterait moins cher que plein de programmes sociaux qu'on a déjà, mais enlever et mettre juste ça. Donc bref. Mais pour moi, il y a quelque chose là de la redistribution du privé aussi vers le public en tant que bien public. Puis ça va avec une idée de ralentissement pour moi de... tu sais, pourquoi on travaille autant d'heures que ça quand on n'est pas artiste? Quand on est artiste, des fois, on travaille puis on n'est pas payé, donc c'est autre chose. Mais quand on est payé, on travaille autant parce qu'on a l'impression qu'il faut pour se payer X, Y chose. Puis quelle structure a avantage à ce qu'on travaille autant et qu'on n'ait pas le temps de se poser pour réfléchir à qu'est-ce qu'il y a autour? Puis le politique se perd dans l'espace qui est donné au travail. Puis quand on a beaucoup plus de temps, tout d'un coup... il y a des implications communautaires qui naissent et il y a des désirs politiques qui naissent, puis il y a des désirs collectifs de faire des choses autrement qui naissent dans ces marges-là, mais nos marges sont tellement étroites en ce moment qu'il n'y a pas de place pour ça. Puis pour moi, il y a quelque chose là où est-ce qu'il y aurait un espace à reconquérir avec ces notions-là, de dire, ben si tu étais un artiste puis que tu avais un minimum pour survivre, ben sur quelle plage tu te promènerais, puis qu'est-ce que tu imaginerais qui pourrait finalement bénéficier de ta communauté de manière pas économique, mais réelle. Et il y a quelque chose là où est-ce qu'on bypass le système juste d'échange d'argent, mais on va vers c'est quoi les besoins que vous avez, moi c'est quoi les expertises que j'ai, puis comment on peut travailler à ça. Puis pour moi, ça a du sens, puis ça nous épanouit. En tout cas. Et ta carrière politique, toi aussi. On pourrait continuer, on va peut-être le faire, mais j'ai deux petites choses à dire. J'aimerais avoir... Hier, un des participants m'a fait une surprise, puis il dit « I want to hear what makes you... » Donc, j'aimerais ça que chacun partage une histoire, parce que c'est toujours inspirant. Moi, je vais vous dire, une des choses qui m'inspire, c'est à Victoria, en Colombie-Britannique, il y a Vanessa Andreotti, qui est assez connue pour un livre qui s'appelle Hospicing Modernity. Ceux qui ne l'ont pas connaissent pas, là, c'est la décolonisation, puis la modernité, la problématique. Mais ils viennent de commencer un projet avec l'intelligence artificielle. Monique t'a parlé des technologies, puis des chapeaux noirs, puis gris, puis blancs, tout ça. Puis là, c'est un projet vraiment du point de vue autochtone, des relations entre les humains puis l'intelligence. Eux, ils utilisent différents termes et c'est vraiment une autre perspective. C'est relationnel, comme on peut imaginer.
Mais moi, ça m'a fait du bien, ça, d'entendre ça, puis de voir comment c'est possible de travailler avec les technologies différemment. On a un modèle d'exploitation qui est comme on continue les modèles économiques capitalistes, puis là, eux, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose, c'est un autre univers. Humain, mais pas... Donc ça me donne énormément de joie parce qu'ils sont en train de relever des possibilités. Puis un autre exemple de joie, je suis un écologiste sonore, je travaille en écologie sonore. Puis on avait une rencontre récemment. Puis je dis, la chose qui m'intéresse, moi, c'est le low-tech. Je veux parler de qu'est-ce qui est faisable au niveau technologique, avec nos machines comme celle-ci, là, d'une façon qui est raisonnable. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des serveurs quelque part là, qui fait tourner mon balado, puis whatever. Puis qu'est-ce que ça pourrait dire pas pour nous maintenant, mais pour les prochaines générations, qu'on ait vraiment réfléchi à ça, puis qu'on ait réfléchi à notre patrimoine culturel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des soundwalks, puis on a fait ci, puis on a enregistré des millions de sons, puis gna gna gna. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais revenir à la notion d'abondance, d'utiliser ce savoir-là sans nécessairement tout le garder puis le faire comme on le faisait avant. Qu'est-ce que ça veut dire de le faire avec moins d'énergie? Suffisamment d'énergie? Abondance d'énergie, je ne sais pas. Mais anyway, donc ça m'a fait du bien aussi. Tout mon corps est comme devenu comme... Oh, c'est possible. Arrête d'être doomiste, arrête d'être aussi négatif quand il se passe des choses réelles. C'est petit, à petite échelle, mais toutes ces petites choses-là. Anyway, je vais faire le tour avec vos moments de joie, mais je voulais partager ces deux-là parce que ça fait tellement de bien de se sentir réellement impliqué dans des choses qui font une différence. T'entends-tu? Oui, mais si j'ai de la gratitude. Dire j'ai plutôt que je veux, elle a l'abondance. Je vais essayer de faire un détournement. Donc, moi, ça me rend joyeuse. Ça me comble de joie d'éveiller ma gratitude en moi. Tu sais, c'est comme je vois que, mon Dieu, juste être avec vous aujourd'hui, pour moi, là, c'est incroyable. Puis j'ai beaucoup de joie à regarder que je vieillis. Là, vous savez pas, mais j'ai les cheveux blancs. OK? Tu sais, God, tu sais, I'm still alive. J'ai encore toute ma tête, j'ai encore mon cœur qui s'ouvre de plus en plus en vieillissant, au contact des gens. Tant que je serai connectée avec les artistes, je suis en gratitude. Tu sais, moi, je suis plus gestionnaire, du côté gestionnaire. Donc, ben oui, c'est ça. Voilà. Merci. Je crois que peut-être c'est plus sombre que ça. Quand Claude a commencé à parler, c'est quoi qui me rend comme joyeuse? Mon cœur toujours va comme à mon pays. J'aimerais bien voir que tous les enfants ont comme les mêmes chances de vivre, d'apprendre, d'être joyeux, d'être comme en pleine sécurité. C'est vraiment quelque chose qui me tient absolument à cœur. Mais si je pense à moi-même comme séparée de tout ça, de mon histoire et d'où je viens, c'est vraiment pas trop. Comme tu as dit, c'est justement quand même une belle conversation avec des amis. Parfois, de faire la course avec de bonne musique dans mes oreilles, ça me rend comme très joyeuse. C'est de jouer de la bonne musique ou d'aller à un très bon concert ou de juste comme aller voir un tableau que j'adore pour la deuxième fois. C'est juste comme ces petites choses, mais ça me rend vraiment comme heureuse et joyeuse et je crois que c'est ça. Stressé, genre, j'avais hâte aux vacances, j'étais très crispé et fatigué,
j'avais l'impression d'être jamais toute là. Puis là, je m'étais dit, pendant les vacances de Noël, je fais rien. Mais j'avais sous-estimé à quel point c'est difficile de rien faire. Puis, mais c'est comme une crispation, c'est comme un... On n'ose pas lâcher prise. Mais la seconde que j'ai lâché prise, puis là, on revient avec l'idée de la source. J'ai des souvenirs, je marche... Je dors chez mes parents à Verdun. Je marche sur le bord de l'eau. Puis il y a eu un moment où il y a eu un redout de la température. Puis pendant la nuit, une baisse ensuite de la température, ce qui a fait en sorte que l'air chargé d'humidité s'est rapidement refroidi. Puis que ça a déposé sur toute la végétation un genre de velours blanc. Tout était blanc. Puis je marchais sur le bord de l'eau. Puis on dirait que j'étais présent, tellement présent que c'est même pas une exagération de dire que je me sentais euphorique. J'étais là, puis je sais pas, j'étais comme, c'est extraordinaire que je sois ici. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que je sois ici maintenant, que je regarde ça, puis tantôt le soleil va se lever, puis comme ça va se réchauffer, puis tout le velours blanc va disparaître. C'est comme pendant 3 heures, là, j'ai fait l'expérience de ça, puis c'est peut-être le seul moment dans, je sais pas, les 3 dernières années qu'il y a eu ça, puis j'étais là. Puis ce sentiment-là d'être présent là, dans le monde, puis je sais pas, c'est tellement énergisant. Puis c'est le drôle de paradoxe avec le fait de toujours courir pour trouver de l'énergie, finalement, que tu t'arrêtes, puis là, soudainement, j'ai l'impression que, puis là, j'avais plein d'idées, mais c'est vraiment en aspirant à rien que les choses arrivent, là. Fait que je pense qu'on devrait... Mais c'est difficile de lâcher prise. Mais en tout cas, ça, c'est comme mon illumination du début de l'année, que j'essaie de faire ça plus, de abandonner au rien, puis juste voir le monde. C'est fou. Voilà. D'accord avec toi. Ça me rend joyeuse. Inspiration. Vite faire. Changer la question. Changer comment on se parle à nous-mêmes. Comment on aborde cette ouverture. Puis je pense que c'est le temps de parler de l'abondance comme on l'entend. Grand-mère, je vis dans une ville que j'aime. Et je vis aussi dans une société que j'aime. On a parlé beaucoup des artistes, on a beaucoup parlé des publics, des privés publics. Mais je serais très malheureuse de vivre dans une société où on dirait qu'elle est culturellement pauvre. Et il y a aujourd'hui des sociétés, quand on les regarde, on dit qu'ils sont culturellement pauvres. Et c'est pas le cas du Québec. Et je pense qu'on a une culture qui est bien à nous et qu'il faut continuer à la garder. Maintenant qu'elle soit démocratisée, je pense que oui, il y a encore du travail à faire. J'envie même des pays qui sont économiquement pauvres, culturellement riches. Les spectacles sont ouverts de 10h le matin à minuit le soir et les enfants peuvent rentrer gratuitement tout le temps. On n'est pas obligé de les coucher à 7h sans avoir le regard de l'autre. Bon, qu'on ait cette façon de mettre la culture, c'est la vie. Et c'est la vie d'une société. Fait que c'est pas un produit. Je pense qu'on nous a un peu leurrés avec ça. Puis je pense que tu le dis aussi, on crée l'économie avec l'artiste. L'artiste n'a pas à être dans cette boucle économique. L'artiste, c'est pas un produit. Moi, je disais souvent à la SAT, ben écoutez, non, j'en ai pas de l'argent, je peux pas en faire de l'argent parce que je peux pas les vendre à la livre. Tu comprends? Et que c'est sortir de cette culture de l'artiste produit, à mon avis, qui est... Voilà. Ce qui me rend joyeuse. Ben, je dirais que dans ces jours-ci, ce qui me rend joyeuse, c'est
c'est tous les signes du printemps, là. Je veux dire, puis je veux dire, j'adore l'hiver, là. J'ai passé un hiver extraordinaire à être beaucoup dehors, à faire du ski, à faire de la raquette, à faire du canot, à faire plein de choses, mais quand même, la beauté puis la frénésie du printemps est très belle, là. Je regarde les bourgeons en marchant vers ici, les crocus sont sortis, l'eau d'érable finie, donc il y a comme... je suis toujours émerveillée par le fait que ça revient tout le temps, malgré tout, là, malgré l'effondrement, malgré tout ce qu'on... Ouais, ben c'est comme un miracle, puis c'est le fun de le nommer, puis de le percevoir, là, puis de sentir ça, puis je pense que... Puis en même temps, je ressens aussi le... Je pense que c'est tout... Ce qui me rend joyeuse, c'est les expériences de résonance, qui sont des moments où quelque chose avait pas nécessairement à connecter, un peu ce qu'Alexis décrivait avec son frima le matin. Quelque chose n'avait pas nécessairement à se passer et ça se passe. Donc, c'est d'autant plus précieux parce qu'on l'a pas planifié, on l'a pas cherché, puis on l'a pas commandé d'avance. Ça n'a pas le même effet. Donc autant les rencontres avec des plantes, avec des animaux dans le printemps, des cueillettes spontanées de choses que je pensais pas trouver au détour d'un chemin dans une ruelle à Montréal, que des amis. Je me suis fait plusieurs nouveaux amis dans la dernière année, puis c'est le même vertige d'entamer une conversation avec quelqu'un en disant « mais semble il y a quelque chose là », d'aller le chercher. C'est c'est un peu stressant aussi, tu sais. On est comme, quand on n'est plus au primaire, c'est comme plus stressant. Fait que je pense que c'est ces expériences-là de se lancer dans le vide puis d'avoir parfois quelque chose de lumineux qui sort. Pour ma part, ce qui me rend joyeux, je pense que je vais faire un petit top 3. Et puis, je vais structurer de la façon suivante. Donc, deux personnels puis une plus collective. Je pense que collectivement, moi, ce qui m'apporte de la joie, c'est lorsque une perspective, une voix ou une histoire sous-représentée deviennent représentées dans l'espace public ou dans le collectif. Et je pense particulièrement à une expérience récente que j'ai eue avec une amie Inuk qui vient du nord du Québec et on s'est retrouvés un jour dans mon salon à chercher de quoi à regarder, puis on est tombé sur North of North, qu'on avait tous les deux regardé déjà, mais pas ensemble. Et on a écouté le premier épisode ensemble, même si on les avait tous les deux déjà vus, mais on l'avait pas regardé ensemble. Et elle a passé l'émission à me dire « Ça, là, c'est exactement ma vie, c'est exactement ça que j'ai vécu. » Et donc de sentir cette représentation, mais avec une légèreté aussi. C'est pas toujours la lourdeur de ce qui nous est arrivé, mais juste le quotidien, des trucs banals, mais qui sont maintenant mieux représentés. Donc ça m'a apporté de la résonance, justement, et un sentiment qu'il y a de l'espace qui s'ouvre, et ça m'a apporté beaucoup de joie. Ensuite, une autre joie, c'est j'ai le plaisir chez nous dans mon salon d'avoir un piano. Et donc, lorsque ma conjointe joue au piano, tout est immobilisé, je suis dans une bulle et puis c'est ça, tous mes sens sont juste là. Et pour moi, je le reçois comme vraiment un gros cadeau avec beaucoup de gratitude. Et donc ça, je considère que c'est une joie dans l'immobilité, d'être simplement figé là, dans la joie. Et la dernière, c'est plutôt dans le mouvement. Et avec le printemps, c'est la saison de la moto. Et je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de motos, donc j'ai toujours un plaisir. Mon préféré, c'est toujours les routes de campagne. Les routes de campagne, les odeurs sur une moto quand on se promène dans la campagne, pour moi, c'est fabuleux. Donc, moi, j'ai déjà parlé de mes joies, mais il faut dire que le printemps et le vélo. Moi, je fais du vélo à l'année longue, mais j'ai sorti mon vélo de printemps, mettons. Et c'est tellement joyeux d'avoir la liberté de pouvoir... puis Racha, j'avoue que tu m'as beaucoup ému quand tu as parlé des enfants en Syrie ou ailleurs dans le monde. C'est pas qu'on les oublie, c'est pas qu'on ne donne pas de l'argent, c'est pas qu'on fait pas ce qu'on peut, mais c'est quand même juste de reconnaître à la fois leur joie dans le contexte dans lequel ils sont, puis leur misère aussi.
la misère, la vraie misère là, de sécurité, de nourriture, c'est des choses qui sont réelles, qui sont extrêmement pénibles. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas? C'est quand, en anglais, c'est when a story enters you, you can't let it go. Tu sais, quand une histoire nous arrive et vraiment on l'accepte, donc comme ton histoire, ça va rester avec moi. Que tu as dit reste avec moi. C'est-à-dire l'histoire de ces enfants-là. En l'intérieur, à quelque part, là, c'est allé se placer, là, puis ça mijote. Okay, les enfants du monde. Donc, je pense que c'est ça que le dialogue fait. L'écoute, en fait, le dialogue, mais aussi l'écoute. Arrêtez là, parce que vous avez eu le raccord, là, c'est le plus long que j'ai jamais fait. Puis, je vais en refaire, là, j'aime le... Ben ça, de manière, on en parlait. C'est une possibilité. Pour ceux qui écoutent tout ça, là, bravo. Merci. Peut-être que vous l'écoutez en tranches, je ne sais pas. Mais on revient à la Brave New Waves, l'émission de radio de la nuit, là, qui est une des inspirations de cette table ronde. C'est cette possibilité d'écouter, puis on peut être distrait des fois, on n'écoute pas complètement, mais d'être présent avec d'autres personnes qui sont dans un échange d'énergie dialogique. Et c'est ça que c'est. Parce que quand tu parlais tout à l'heure, j'avais comme une énergie de sentiment d'une idée, puis je ne peux pas parler, c'est correct, elle va à l'intérieur de moi, puis c'est tellement stimulant. Alors, merci beaucoup. Merci, Claude.